vous avez concocté une table ronde d'exception avec des leaders, avec des décisionnaires sur des sujets qui finalement ont été traités sur cette keynote et que l'on va développer avec eux. Je vous laisse le soin peut-être de les présenter. Oui, ça ne marche. Voilà, super, merci. Alors, je vais demander à David Gigler de nous rejoindre. David est il est le CIO de ArcelorMittal. Et Arcelor est une entreprise assez étonnante parce que on ne va pas se le cacher, hein, c'est le premier émetteur de CO2 industriel français. 3% d'émissions du pays, mais avec un objectif qui est de passer net zéro. Et c'est pas... je ne veux pas faire de comparaison, mais c'est très très compliqué de faire ça. C'est très compliqué de faire ça. Et donc, c'est des moyens qui sont extrêmement lourds. C'est de l'industrie, c'est du temps long. Et j'ai trouvé que son témoignage serait évidemment très intéressant. Alors, Thomas Reynaud est le CEO de Free. Donc, vous êtes nombreux ici à utiliser Free. Et Thomas, si je ne me trompe pas, tu as pris l'engagement d'être net zéro en 2035. Voilà. Donc, on va parler de ça. Et nous avons Florence, elle est là, voilà, super. Donc Florence Verzelen, qui est en charge de tout ce qui est sustainability, tu es directrice générale adjointe d'Asso Systèmes, et vous êtes un acteur clé de la décarbonation. Alors je vous en prie, asseyez-vous. Voilà, très bien, je vais me mettre là. Vous avez des micros, super. Vous avez un micro là que vous pouvez vous partager. Voilà, super. Alors, pour commencer, peut-être un petit mot. Peut-être Florence, tu peux commencer. Quel est pour vous, Dassault, pour toi, l'engagement que vous prenez à l'égard de l'environnement au sens large et comment ça se traduit ? Merci Gilles pour ta question et bonjour à tous. Pour nous, Dassault Systèmes, l'engagement autour de l'environnement est une question clé. Pourquoi ? Parce qu'en 2012, on a décidé d'une raison d'être. Et notre raison d'être, c'est Foster Sustainable Innovation. C'est-à-dire qu'on pense que grâce à la technologie qu'on développe, on est en capacité d'aider nos clients et leur écosystème à devenir plus durables et à créer un environnement plus durable. Donc pour nous, c'est un engagement majeur. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons développé un nombre assez conséquent, puisque nous avons plus de 400 solutions au service de l'environnement qui aident les différentes industries, de l'auto à l'aéro, au telco, aux sciences de la vie ou aux villes, à devenir plus durables. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux te demander, Thomas, la même question ? Alors, tout d'abord, pourquoi cet engagement ? Il repose en fait sur 3 convictions et un constat. La première conviction, et tu l'as mentionné, Gilles, c'est que le secteur du numérique et les opérateurs télécoms ont un devoir d'exemplarité parce que j'ai la conviction que notre secteur est une partie de la solution par rapport au changement climatique. Mais on l'a vu, notamment lors de la polémique autour de la 5G, on se doit d'être beaucoup plus exemplaire que d'autres secteurs pour faire passer cette idée-là que le numérique est un levier formidable dans la transformation environnementale de nos organisations, de nos sociétés. Deuxième conviction, c'est qu'on est face à une montée en puissance de la législation, de la réglementation, qui nous impose aussi cette transformation environnementale. Et moi, j'ai la conviction profonde qu'à un horizon 4 ou 5 ans, il ne sera plus possible notamment de lever des fonds sans avoir abordé cette transformation. Troisième élément, et c'est un constat qui est plutôt très optimiste, c'est que la question de la transformation environnementale de notre organisation est probablement, parmi les 17 000 collaborateurs du groupe, le sujet le plus mobilisateur. Et ça, on le constate depuis 5 ou 6 ans. Et enfin, dernière conviction, c'est que derrière les hommes et les femmes qui dirigent Free, il y a cette conviction que le climat, cette transformation environnementale est probablement le défi le plus important de notre génération de décideurs. Et si tu me permets, je voudrais juste citer, c'est Albert Camus, dans son discours de réception de son prix Nobel. Il se trouve que je suis tombé totalement par hasard dessus il y a une dizaine de jours. Il dit une chose, mais qui peut s'adapter un peu aux enjeux auxquels on est confronté. Il dit « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande encore. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Wow, magnifique. Ça nous met la patate pour le matin. David ?
Alors, c'est très difficile de faire une belle transition après les mots d'Albert Camus, mais donc, de notre côté, au niveau ArcelorMittal, nous avons pour ambition d'être un des leaders de la décarbonation industrielle. Comme l'a dit Gilles, donc aujourd'hui la tâche est immense, puisque effectivement, quand vous prenez les émissions de CO2 en France, nous sommes effectivement un des gros émetteurs. Et pour atteindre notre ambition, qui est de réduire de 35% nos émissions à horizon 2030 et d'atteindre la neutralité carbone, donc cette transformation elle va passer par un engagement fort, une conviction forte de l'ensemble du Management Committee et de la direction du groupe ArcelorMittal. Ça va passer effectivement par 3 voies. Une première voie qui est déjà lancée, puisque nous avons déjà, dès cette fin d'année, réduit de 7% nos émissions de CO2 par l'utilisation d'acier recyclé, ce qu'on appelle vulgairement de la ferraille, donc que nous utilisons aujourd'hui dans nos procédés de fabrication. La mise en place d'une deuxième voie innovante qui va permettre de réduire le minerai de fer par l'utilisation sans charbon et par l'utilisation progressive déjà du gaz et demain de l'hydrogène. Et puis, tout simplement, puisque le CO2 intervient aussi dans beaucoup d'événements, dans la photosynthèse ou d'autres éléments. Donc nous allons capter ce CO2 de manière à le réutiliser de manière adéquate pour fournir, par exemple, des fois du biocarburant, du biokérosène ou du bioéthanol ou d'autres systèmes pour réutiliser et capter ce CO2 qui est aussi bénéfice. Mais alors, David, j'ai envie de t'interpeller, là, de te dire, parce que là, tu parles de processus qui sont chimiques, par exemple, dans le recyclage de la ferraille, est-ce qu'il y a du numérique Alors, c'est absolument nécessaire. Dès aujourd'hui, quand on passe aujourd'hui de passer d'1 million de tonnes d'acier recyclé à 2 millions de tonnes, donc on ne peut pas le faire tout simplement en augmentant des capacités de stockage de cet acier. Cet acier, comme vous le savez, la filière de l'acier recyclé est présente partout. L'acier est recyclable partout et donc quand il revient par les collectivités, vos communes, lorsque vous faites le geste de mettre une canette d'acier dans votre poubelle, qui est en acier la plupart du temps, eh bien, automatiquement, vous contribuez à ce premier processus. Et donc, nous, le fait de pouvoir recycler complètement notre produit, qui est recyclable à l'infini, qui est l'un des produits les plus recyclables au monde, à 100%, ce qui est unique. Donc, il faut automatiquement, parce qu'il va arriver par camion, il va arriver par différentes villes, il va arriver par avion, il va arriver par train. Et donc, notre objectif, c'est de le capter, d'avoir sa traçabilité. Et donc, tout ceci... On parlait tout à l'heure de quantité de données. Imaginez la quantité d'acier recyclé qui peut venir de différentes natures. On est obligé de mettre de l'intelligence, du numérique. Et c'est ce qu'on a déjà commencé à faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est absolument nécessaire de tracer cet acier, de le quantifier, d'assurer sa qualité et de l'optimiser pour faire en sorte que demain, lorsque vous aurez 1 kg d'acier qui sera fabriqué en France, 25% sera fait via de l'acier recyclé. Et donc, tout ceci passe par l'utilisation du numérique. C'est déjà le cas et ça va être de plus en plus le cas. Alors, je vais vous dire, je vais spoiler un peu, mais je l'ai vu. Donc, j'ai vu le processus et c'est assez impressionnant de voir, effectivement, et ce n'est pas des technologies simples, c'est des technologies de machine learning qui regardent ce qu'il y a à l'intérieur d'un camion et qui essayent de quantifier la quantité précise d'acier qu'il y a dans ce camion pour éviter notamment qu'il y ait des corps étrangers qui sont potentiellement dangereux que l'on élimine. Florence, est-ce que tu peux nous dire, moi je crois savoir que tu vas sortir un livre prochainement. Mon service de renseignement m'a dit ça. Mais quel est finalement l'apport de Dassault Systèmes sur les sujets d'environnement? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider? Alors, merci beaucoup, Gilles. Donc, je sors un livre demain. Merci à toi, Gilles, d'en parler. Ça s'appelle La Révolution multivers et n'hésitez pas à l'acheter et surtout à me dire ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, Dassault Systèmes, dans l'environnement? Alors, l'environnement, on pense qu'il va être transformé grâce au digital. Et pour ça, on a mis en place une stratégie sur 3 piliers. Un premier pilier, bien sûr, on ne va pas vendre des solutions pour être plus durable si on n'est pas nous-mêmes durables. Il y avait une vraie question d'exemplarité. Donc, j'ai mon propre plan SBTI, donc des émissions de CO2 en accord avec un niveau d'émission compatible avec les accords de Paris d'ici 2027. Je l'aurai atteint. Et ensuite, de 2027 à 2040, ce qu'on va faire avec tout un tas de startups avec lesquelles on est en train de travailler, c'est de capter le CO2 résiduel que nous allons malheureusement continuer à émettre de l'atmosphère pour le séquestrer. Donc d'ores et déjà, avec notre incubateur, on travaille avec des startups qui vont capter du CO2 et le séquestrer. Donc ça, c'était le premier pilier de mon plan, Sustainability. Le deuxième pilier, qui est, on pense, celui sur lequel on peut avoir le plus d'impact, c'est les solutions qu'on crée
pour aider nos clients industriels à devenir plus durables. Aujourd'hui, nous, Dassault Systèmes, on est dans 90% des voitures, 80% des avions, un médicament sur 2 dans un très grand nombre de smart cities. On a 350 000 clients et on pense que si on arrive, alors beaucoup moins que Free, je suis sûre, mais quand même, si on arrive à shifter nos clients pour les rendre plus durables et qu'eux-mêmes shiftent leur écosystème, on peut tout changer. Et alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On a créé des solutions qui permettent de faire de l'éco-design. Quand une bouteille de parfum, une table, un avion, une voiture est designée dans la 3D Experience Platform, il a ex ante son bilan carbone matériel. Et par intelligence artificielle, ce qu'on peut faire, c'est optimiser pour minimiser ce bilan matériel. Alors après, le designer va peut-être trouver que la voiture est absolument hideuse et quand même choisir de mettre un peu plus de carbone, mais il a cette possibilité-là de savoir, par design et parfois même par générative design, quelle est la forme optimum à bas carbone. Donc ça, c'est une de nos premières solutions. Une deuxième de nos solutions qui est super intéressante, c'est tout ce qu'on fait autour du sustainable manufacturing. Aujourd'hui, on fait pour beaucoup d'industriels le jumeau virtuel de leurs usines. Et avec le jumeau virtuel de l'usine, en fait, ce qu'on peut faire, c'est optimiser tous les process de l'usine pour que l'usine devienne aussi bas carbone, voire carbone neutre que possible. Et des sociétés comme Ardagh, qui fait du verre, ont réussi à devenir carbone neutre, notamment grâce aux jumeaux virtuels de leur usine. Et enfin, une autre solution dont on est particulièrement fier, c'est la façon dont le jumeau virtuel des produits peut aider à la recyclabilité de ces produits. Si vous avez un téléphone et que vous avez son jumeau virtuel, et bien en fait, vous pouvez, par prédictive maintenance, savoir à l'avance quel composant va se détériorer plus vite. Et là, vous changez le composant, vous le recyclez, vous créez une boucle vertueuse, et votre portable peut ne pas durer 8 mois, comme tu en parlais il y a quelques minutes, mais durer beaucoup plus longtemps. Et donc, ces solutions autour du jumeau virtuel du produit, du jumeau virtuel de l'usine, du jumeau virtuel de la supply chain, du jumeau virtuel de l'entreprise, pour nous, peuvent être un catalyseur massif de la destruction du CO2. Et c'est vraiment le deuxième pilier de notre stratégie. Et le troisième pilier de notre stratégie, c'est ce que je disais un peu plus tôt, c'est d'emporter un maximum de parties prenantes avec nous dans cet écosystème. On s'est engagé à emmener un maximum de nos clients. Et on a créé des coalitions comme Digital with Purpose, Green Digital Coalition, pour aider à évangéliser sur l'impact du digital pour le développement durable. Sujet dont je sais qu'il t'est cher. Oui, et juste pour que tu nous donnes un peu des idées de volume, on parle de quoi, de 20% de CO2 en moins. Je sais que tu m'avais donné des chiffres que je trouvais assez spectaculaires dans un rapport que vous avez fait d'ailleurs auparavant. Tout à fait, on a sorti un rapport il y a 1 an et demi avec Accenture qui montre qu'avec 5 use cases de jumeaux virtuels dans la construction, le high-tech, l'auto, la pharmacie et le consumer package good retail, on pouvait seulement 5 use cases, et il y en a des millions si on veut, réduire en CO2 l'équivalent de tout le transport sur la Terre. Alors, de nouveau, ces 5 use cases permettent cette réduction s'ils sont appliqués à toutes les entreprises industrielles de ce secteur. Donc, ce n'est pas seulement si Free implique le use case que l'équivalent du CO2 émis par toutes les voitures de la planète va être détruit. Mais néanmoins, si on utilisait at scale les jumeaux virtuels, ça pourrait avoir un impact massif. Merci, merci. Alors Thomas, j'ai envie de te poser la question. Déjà, j'ai envie de te demander de me challenger. Est-ce que tout à l'heure, quand j'ai parlé des infrastructures télécom, ce que j'ai dit était à peu près correct? Et je voudrais savoir, de ton point de vue, d'où viennent les émissions de CO2 d'une infrastructure télécom? Et puis pour rebondir sur ce que disait Florence, est-ce que vous concevez vos produits pour faciliter leur recyclage? Non, c'est extrêmement important d'avoir quelques idées, quelques ordres de grandeur. Un citoyen français, c'est 12 tonnes de CO2 par an, 12 000 kilos de CO2 par an. J'espère qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui sont abonnés Free Mobile. C'est l'équivalent de 3 kilos de CO2 par an, l'utilisation de notre réseau mobile. Et en fait, le principal impact du numérique, c'est ce petit objet qui est extraordinaire, et ce sont les équipements, les smartphones, les écrans télé, les écrans des ordinateurs, et 70% de l'impact du numérique provient de ces équipements. C'est une des raisons pour laquelle, enfin, ce n'est pas la principale raison, mais c'est une des raisons pour lesquelles nous avons décidé, nous, de ne pas rentrer dans ces politiques de subventionnement
qui sont pour nous un non-sens environnemental et qui poussent au renouvellement automatique des terminaux tous les 18 mois ou tous les 2 ans. Alors on a beaucoup travaillé sur cette notion d'équipement parce que c'est probablement le principal levier pour réduire nos propres émissions de CO2. La Freebox est conçue pour avoir une durée de plus de 10 ans et on a beaucoup évolué au cours des 5-6 dernières années. On avait notamment avant des cartes électroniques qui géraient la totalité et on s'est rendu compte que finalement la carte mère de la Freebox, elle peut très bien durer 10 ans. En revanche, l'évolution de la technologie Wi-Fi, qui est assez rapide avec des nouvelles générations de technologie Wi-Fi tous les 2-3 ans, nous amène désormais à avoir une approche modulaire et à avoir nos cartes Wi-Fi pouvant être totalement déconnectés dans une phase de recyclage de nos Freebox. Mais clairement, le principal enjeu du numérique, c'est comment gérer le rythme de renouvellement des équipements et comment assurer des filières de recyclage. Et donc, vous avez cet objectif net zéro. C'est quoi les grandes étapes? C'est arriver à un objectif net zéro sur le scope 1 et le scope 2 à horizon 2035 et sur le scope 3 à horizon 2050. Là où notre démarche est un peu originale, c'est que nous avons chiffré en 2020 le coût de cette transformation environnementale que l'on estime à environ 1 milliard d'euros. Alors comment on va dépenser ce milliard d'euros pour arriver à la neutralité, contribuer à la neutralité carbone? C'est surinvestir dans des équipements beaucoup plus vertueux, c'est accélérer la transition du cuivre vers la fibre optique. C'est bien parti en France, c'est moins le cas dans nos autres grands pays où nous sommes implantés, notamment en Pologne et en Italie, et c'est là où je suis optimiste. La consommation d'énergie est 3 fois moins importante avec la technologie fibre par rapport à la DSL et au cuivre optique. Idem sur la 5G. Sur la 5G, l'efficacité énergétique de la 5G est beaucoup plus importante que la 3G et la 4G. Et on le voit, hein, nous, notre principal défi industriel, c'est de faire face à l'explosion du volume de données sur nos réseaux. Tous les 18 mois, le volume de données sur nos réseaux double. Et heureusement, notre consommation énergétique ne double pas tous les 18 mois. Oui, bien sûr. Alors, David, petite question. Je pense que tout à l'heure, j'ai pas mal parlé du machine learning. Est-ce que tu vois le machine learning comme une contribution importante dans vos métiers sur les sujets de décarbonation? Alors, c'est véritablement pour nous un des leviers et un des axes dans lequel on est effectivement très moteur aujourd'hui. Parce que bien évidemment, réussir cette transformation passe par, pour nous qui sommes un des grands producteurs de données, parce qu'effectivement, même si vous ne l'avez pas forcément en tête, mais nous avons des productions continues, plus de 50 lignes de production en France qui émettent avec presque 300 capteurs qui émettent des données toutes les 10 millisecondes. Donc imaginez la quantité de données valables pour l'industrie sidérurgique. Donc automatiquement, comme on le disait tout à l'heure et comme tu le disais très très bien, c'est un or noir dans lequel on doit trouver de la génération de valeur. Donc la décarbonation, elle ne se fait pas simplement en changeant nos procédés, elle va passer par un écosystème autour de nous dans lequel on va bien sûr utiliser la valeur de ces données, de les optimiser, de savoir graduellement par cet acier recyclé qui va venir, quelle quantité, quelle qualité, quelle traçabilité nous allons mettre en œuvre depuis son arrivée jusqu'à son enfournement et sa future recyclabilité, de manière à avoir un produit complètement hautement traçable et indirectement qui offre une quantité de données depuis sa fabrication derrière. Un acteur comme nous, c'est tout un ensemble de clients, bien évidemment, puisque nos clients aussi, nous sommes aussi fournisseurs de la plupart des grands industriels et de tous les secteurs aujourd'hui. Et donc, c'est très important pour nous d'utiliser ces données, de savoir en tirer valeur. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons concrètement dans l'utilisation de nos données? Alors où je vous parle, comme nous émettons à peu près, comme tu le disais, 2% des émissions, rien qu'à nous seuls. Nous sommes capables indirectement de prédire par avance de phase à quel moment nous allons pouvoir consommer du gaz de manière optimale ou pas. Nous avons travaillé avec un partenaire qui a une centrale électrique. Nous sommes capables d'intervenir sur cette centrale électrique de notre partenaire par intelligence artificielle, de faire en sorte que cette centrale puisse accélérer sa production de consommation pour éviter que nous émettions ce gaz naturel directement dans l'atmosphère. Donc ça nous permet aujourd'hui, à travers l'intelligence artificielle, déjà d'éviter des émissions de CO2, mais également d'avoir des pilotages très très fins des installations et de piloter non seulement nos propres installations, mais travailler et piloter à travers notre écosystème, dont nos fournisseurs énergéticiens, qui nous permettent également d'avoir cette chaîne de valeur complète sur l'ensemble du circuit de distribution. Il y a un truc que vous avez dit en filigrane un peu tous les trois, et je voudrais vous interpeller là-dessus, c'est, vous avez parlé du scope 3, mais j'ai l'impression que toi tu as parlé du fait que vous voulez tracer l'acier. C'est-à-dire que vous voulez être capable de savoir
qui a l'acier que vous avez produit pendant 10 ans pour pouvoir le recycler plus facilement par la suite, c'est ça? Alors, déjà, aujourd'hui, nous devons, par rapport à nos clients, garder une trace pendant 10 ans. Hein. Donc déjà, c'est déjà le cas. Et donc, c'est pour nous une valeur importante, puisque en cas de problème qu'il pourrait y avoir avec une structure en acier, une voiture que vous avez achetée, c'est une bobine que nous produisons, qui peut être fabriquée il y a 10 ans, Co. Donc nous avons la traçabilité de cette bobine. Nous savons quelle était sa qualité, quelle était sa traçabilité. Donc c'est une richesse pour nos clients, mais également pour nous. Et donc, par ce fait, nous sommes capables d'utiliser ces données, de savoir demain, effectivement, que telle bobine a été présente à tel endroit, qu'elle a été fabriquée et vendue chez tel concessionnaire, et donc de pouvoir se dire que ce véhicule, quel qu'il soit, pourrait être une nouvelle source d'approvisionnement à terme, en termes d'acier recyclé. D'accord. Florence, est-ce que... je sais que vous avez... Je crois que vous êtes parmi les inventeurs du terme PLM, Product Life Management. Et donc ça, c'est quand même une vision de l'entreprise assez différente, puisque c'est plus l'entreprise verticale, c'est plutôt l'entreprise horizontale. Comment est-ce que vous voyez ces choses-là? Est-ce que vous aidez à souder les données à l'extérieur de l'entreprise et finalement à résoudre ce sujet du scope 3? Eh ben, complètement. Alors oui, on a inventé le PLM avec Toyota en 1999, et ce qui a à l'époque permis à Toyota d'être extrêmement innovant et surtout de produire beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, comme tu le dis très justement, en fait, on peut utiliser le PLM pour vraiment travailler l'entreprise en réseau et pour permettre cette fluidité des données autour de tout l'écosystème. Parce qu'on ne va pas résoudre le problème du changement climatique avec juste l'optimisation d'un produit. Il faut optimiser tous les composants qui permettent ce produit, et puis il faut permettre la seconde vie de ce produit et des différents composants. Et donc, c'est là où le jumeau numérique est hyper intéressant, parce qu'il est au cœur de ça. Parce que dans le jumeau numérique, tu l'as multi-échelle et multi-science, et donc tu peux deep diver dans quel état sont chacun des composants pour voir lequel doit être remplacé au bon moment, mais tu peux aussi deep diver pour prévoir quelle est la chaîne de recyclage dont tu vas avoir besoin et quelle deuxième vie tu vas pouvoir permettre à ce composant. Et en ce moment, nous, Dassault Systèmes, on travaille sur un projet hyper amusant, intéressant, avec la Commission européenne sur le Sustainable Electronics. Qu'est-ce que c'est ce projet Sustainable Electronics? C'est un projet sur lequel je suis sûre que vous travaillez aussi. En fait, ça consiste autour d'un portable, alors j'ai laissé le mien dans mon sac, d'avoir le jumeau virtuel de ce portable, non pas tant pour prévoir la deuxième et la troisième vie des composants, mais que pour pouvoir prévoir la supply chain ou la chaîne de recyclabilité, la chaîne de circularité autour de ces composants. Et donc on travaille avec plus de 30 acteurs là-dessus pour créer la possibilité, mais aussi activer cette possibilité avec les bonnes entreprises qui pourront recycler, permettre une nouvelle vie aux différents composants et d'allonger la vie de l'équipement électronique en question. Donc on est à une période particulièrement intéressante de l'histoire, et comme tu le disais juste avant, en fait, je pense que la France et l'Europe sont des zones idéales pour bosser là-dessus, parce que l'Europe est hyper en avance en termes de législation, et que les business models qu'on va pouvoir créer ici, autour de la recyclabilité, autour de la durée de vie, autour du net zéro, pourront créer les champions de demain. Donc là, évidemment, Thomas, je te passe assez naturellement la parole, mais moi, la question que je me pose tout le temps, c'est: est-ce que vous arrivez à remonter dans le scope 3? C'est-à-dire, quand même, il y a un moment, vous ne savez pas trop où c'est fabriqué, ce qui se passe, le poids carbone qu'embarquent les composants que vous achetez. Est-ce que vous cherchez à remonter là-dedans pour limiter les impacts carbone? Oui, parce que finalement, le scope 1 et le scope 2, c'est à peine 10% de nos émissions de CO2. Donc si jamais on ne fait pas cet effort de remonter sur le scope 3 et d'avoir une véritable traçabilité, notamment avec nos fournisseurs, on passe totalement à côté du sujet. Et c'est un débat dans notre industrie, et c'est un débat sans fin. Je suis assez surpris que dans une industrie des télécoms, qui est finalement une industrie assez normée, dans le quatre coins du monde, on utilise aujourd'hui les mêmes technologies, on utilise les mêmes équipementiers, qu'il n'y ait pas eu une définition de ce qu'était le scope 3 d'un opérateur télécom. Et ça, c'est un enjeu réglementaire, mais je vais même beaucoup plus loin, c'est un enjeu quasi politique. Je parlais notamment de la comptabilisation de ces terminaux qui représentent 70% des émissions du secteur, d'un opérateur télécom européen à un autre. Ces équipements, ces smartphones sont comptabilisés ou non dans le scope 3. On a fait, nous, la démarche il y a 5 ans de comptabiliser la totalité des smartphones que l'on vendait dans notre scope 3, mais ce qui était une démarche atypique par rapport au reste du secteur. Il y a tout de même une convergence depuis 2-3 ans sur ces sujets-là. Mais aucun acteur responsable
ne peut prétendre agir sur sa propre transformation environnementale s'il ne se pose pas avant tout la question du scope 3. Et je pense que c'est propre à pas mal d'industries. Il y a un énorme enjeu de définition de ce qui doit rentrer dans ce scope 3. Et donc pour le coup, vous êtes de plus en plus, vous remontez dans la conception de façon très forte et vous maîtrisez vos supply chains de façon de plus en plus profonde. La question, on entend beaucoup dire, oui, finalement, cette externalité carbone, elle va pousser à réindustrialiser en Europe. Est-ce que tu t'inscris là-dedans ou pas du tout? Oui, clairement. Et à partir du moment où il y aura en plus, à minima à l'échelle du continent, une prise en compte du coût carbone, du coût de la tonne de CO2. Et on le voit, et je pense que la France, notamment, on sait qu'un des grands enjeux de l'économie française, c'est sa réindustrialisation, avec une perte de vitesse totale au cours des 25-30 dernières années. Moi, j'ai la conviction qu'on ne réussira à réindustrialiser la France qu'avec des usines connectées. Alors, je trouve qu'il y a une formidable initiative d'ArcelorMittal dans ce domaine-là. Chez Free, nous avons équipé une usine à Calais qui est assez exceptionnelle, que je vous invite à visiter, qui est l'usine d'Alcatel Submarine Network, qui construit des câbles sous-marins et qui est aujourd'hui la plus grande usine connectée 5G en Europe, connectée en 5G par Free. Et quand je parlais d'efficacité du numérique pour accompagner la décarbonation de nos économies, c'est que le numérique, de par sa capacité de mesure, permet d'atteindre beaucoup plus facilement l'optimum collectif. Est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Je sais que ce sont des sujets qui te sont chers. Alors, deux sujets qui me sont chers, donc bon, sans faire effectivement, donc notre site de Dunkerque qui représente 10 km² est équipé en 5G, hein, donc directement aussi. Donc pour nous sommes rentrés dans cette thématique parce que c'est important de continuer à générer de la donnée, hein, en note d'ordre. Donc nous avons, et j'ai le plaisir aussi de le déployer sur d'autres régions, d'autres sites, hein, ça c'est très important pour nous, et en France bien évidemment, et en Europe. Nous avons aussi l'opportunité aussi, hein, comme le disait tout à l'heure un petit peu Gilles, donc de créer dans 1 an, 3 mois, hein, donc par mes équipes, donc une des usines, on va dire, digital natives les plus innovantes de France. Donc le groupe ArcelorMittal a investi plus de 300 millions d'euros dans une usine digital native qui va fabriquer de l'acier dit électrique pour aider au développement des moteurs électriques, hein, puisque lorsque vous entendez parler de véhicules électriques, on parle de batterie, mais il faut qu'elle ait un moteur quand même, cette voiture. Et donc, on va fabriquer effectivement en France, hein, donc véritablement, donc à travers une usine complètement digitale, cet acier qui va être déjà natif, puisque vous aurez une usine 5G native, vous aurez une usine qui va utiliser toutes les technologies, dont le machine learning by design, dont la remontée de data et tous les systèmes informatiques innovants, donc des AGV, tout ce qu'il est nécessaire de faire. Donc, ça va être une très très belle usine que je serais ravi de vous. Et donc, vous aurez la possibilité de voir le plus grand réseau 5G de France industriel aussi, combiné à une des plus belles usines de France et moderne en termes de choses, donc d'ici 1 an et 3 mois. Donc vous êtes tous et toutes les bienvenus pour venir effectivement voir la quintessence. Et ça fait partie aussi en termes de message que on parle de réindustrialisation, il y a des industriels qui sont déjà présents, hein, donc nous en faisons partie, nous avons toujours été là. Nous sommes là et nous serons là aussi. Et donc ça veut dire aussi qu'à travers nous, nous aidons aussi à développer tout un écosystème, puisque c'est grâce à des implantations comme des grands acteurs comme nous dans les régions, hein, où nous sommes majoritairement les plus grands employeurs de certaines régions, hein, donc en particulier la région de France ou le 3e de la région Grand Est. Et c'est grâce à ça qu'aussi d'autres industries viennent, puisque nos produits sont utilisés par d'autres industriels. Et c'est comme ça que des startups comme Vercor ou autres peuvent se développer dans un écosystème favorable où déjà nous jouons un rôle majeur, et nous jouons un rôle majeur pour les énergéticiens. Pardon. Oui, donc j'imagine que tu t'inscris quand même assez bien dans cette idée de réindustrialisation. Tu la vois concrètement se faire? On voit des signes favorables, donc pour nous c'est important, puisque ça fait un discours que nous tenons depuis quelques années, quelques dizaines d'années, en expliquant effectivement que la France est en décalage. Nous avons la chance, dans un groupe international, de voir effectivement l'état d'avancement de l'industrie dans les différents pays. On peut se comparer à l'Allemagne, on le voit sur d'autres pays européens. Il est clair qu'on voit une tendance, elle est à poursuivre parce que ça ne se décrète pas, hein, donc ça met du temps à industrialiser un pays, ça met du temps à mettre des usines. Il faut donner confiance aux industriels pour qu'ils puissent mettre en œuvre. Il faut avoir des cohérences d'énergie, en énergie, il faut avoir des cohérences de politique publique, et de manière à créer véritablement tout un écosystème favorable pour faire en sorte que demain,
l'ensemble des autres industriels vont continuer à construire en France, puisque nous avons un terreau fertile et nous avons véritablement complètement aujourd'hui tout ce qu'il faut pour être compétitif. Moi qui suis au niveau international avec l'ensemble des pays, ben voilà, c'est comme ça qu'on est capable de convaincre aussi un groupe international comme le nôtre d'investir en France et de faire une de ces lignes hautement génération en France. Ok, alors il nous reste malheureusement peu de temps, mais je voudrais rebondir sur ce point de David. Florence, je voudrais te demander, toi, tu es dans un groupe qui est massivement exposé à l'international. Je crois comprendre que la France, c'est un tout petit morceau, quelques pourcents de votre chiffre d'affaires. Comment est-ce que tu vois cette opportunité de transition à la fois environnementale, l'émergence de l'intelligence artificielle? Est-ce que tu penses qu'il y a une opportunité à prendre et qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour la prendre en France? Alors, c'est une question super intéressante. La France, c'est un faible pourcentage du chiffre d'affaires de Dassault Systèmes, mais c'est un gros pourcentage de nos équipes. Ça représente plus de 25% de nos équipes. Pourquoi? Parce que les chercheurs en France, la qualité de l'enseignement en France est juste dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la même qualité d'ingénieurs et de chercheurs en France qu'aux États-Unis ou en Asie. Enfin, on a une meilleure qualité de chercheurs en France qu'aux États-Unis et en Asie, plus précisément. Et alors ça me donne énormément d'espoir sur les nouveaux business de modèles qu'on va pouvoir voir se développer et donc la réindustrialisation de la France et en tout cas l'avenir des industries en France. Et aujourd'hui, en fait, c'est super intéressant parce qu'on voit des tas de nouveaux business et de nouvelles entreprises se former. Alors, tu citais Vercor, mais il y a aussi Envision, qui est à peu près dans la même région aussi. Il y a beaucoup de gigafactories qui sont en train de s'implanter en France. Il y a des accroissements des usines de semi-conducteurs en France. Il y a énormément de nouvelles entreprises qui se développent dans le spatial, dans la medtech. Et depuis 3 ans, moi, je vois vraiment un espèce de plein de points d'inflexion où de plus en plus de nouveaux business models se construisent autour de la tech et de la data, et en France, parce que, de nouveau, on a une qualité d'éducation, de chercheurs, d'entrepreneuriat qui est assez unique. Donc je suis super enthousiaste. Après, tout l'enjeu, ça va être de les accompagner pour qu'elles continuent à grandir et qu'elles continuent à grandir en France. Thomas, est-ce que vous êtes un opérateur de télécom ou est-ce que vous êtes un enabler? Alors, nous sommes avant tout un fournisseur d'infrastructures de connectivité avec des évolutions assez intéressantes. Dans un premier temps, on avait l'obligation de couvrir la quasi-totalité de la population. On voit que notre mission est en train d'évoluer. Maintenant, on doit couvrir quasiment la totalité du territoire, ce qui n'est pas du tout la même chose, notamment en termes d'investissement. Mais oui, moi j'ai la conviction que le rôle d'un opérateur télécom, c'est d'être un enabler de possible. On est vraiment à la base, au fondement de l'industrie numérique, et sans nos infrastructures, rien ne serait possible. Après, c'est ce qui est fait de nos infrastructures, de ces capacités de connectivité qui permet de créer des nouveaux modèles économiques, qui permet de réindustrialiser et de donner une compétitivité assez importante. Et c'est là aussi, moi, je voudrais me joindre à ce discours d'optimisme, notamment par rapport à la France. Quand on compare la France par rapport au reste de l'Europe, nous faisons la course en tête en termes de déploiement de la fibre optique, nous faisons la course en tête en termes de déploiement de la 5G, et on voit à quel point ces connectivités seront importantes pour les usines de demain. Merci. Je crois qu'on va en rester là. Merci, je trouve que c'est très optimiste. Je vous demande de les applaudir. Passionnant panel pour ma part, en tout cas.